Nous accueillons aujourd'hui pour une conférence thématique sur le portail Sciences de la vie, de la Terre, Environnement SVTE, Nicolas Tribeau-Villard et Laurent Amselem. Nicolas, vous êtes responsable de la première année de ce portail pour les sciences de la Terre et Laurent, vous êtes chargé de mission sur la réforme des études de santé. Vous allez maintenant nous présenter le portail SVTE qui est la véritable porte d'entrée pour les lycéens souhaitant suivre des études en sciences de la vie, sciences de la Terre et sciences de la vie et de la Terre. Nous sommes donc partis pour une présentation de 30 minutes, à l'issue de laquelle vous répondrez aux questions des internautes. Je vous laisse la parole. Merci. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis Laurent Amselem. Donc, à mes côtés, Nicolas Tribeau-Villard. Géologue, biologiste. Tout à fait. Donc, on va vous présenter ce portail qui est effectivement une porte d'entrée vers différentes disciplines dans les études. Alors, on va commencer par cette présentation par quelque chose de très général et on va ensuite rentrer plus progressivement dans le vif du sujet. Alors, très général, vous vous apprêtez à rentrer à l'université. Il faut savoir ce qu'est l'université et plus particulièrement quelles sont ses missions. Donc, les missions de l'université, c'est d'une part de diffuser du savoir, mais également de le créer, c'est-à-dire qu'elle produit du savoir et elle le diffuse également. Et puis, bien sûr, on étudie pourquoi ? Pour apprendre, avoir des compétences, acquérir des compétences et pouvoir s'insérer professionnellement. Donc, l'université, c'est un haut lieu de la culture, de l'information scientifique et technique, en ce qui nous concerne donc ici à la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Lille. Et effectivement, l'université est une composante majeure dans la construction de l'espace européen, dans l'enseignement supérieur et de la recherche, et également a une vocation à s'ouvrir sur le monde et donc à ouvrir de nombreuses coopérations à l'échelle internationale. Alors, je prends la balle au bon, parce qu'effectivement, on voit toutes les missions de l'université, elles sont nombreuses, elles convergent, mais elles sont quand même nombreuses. Mais je crois que ce qui est fondamental pour l'université, c'est que c'est en France et à l'international, parce que c'est vrai au-delà de nos frontières, l'université, c'est le lieu où on crée les nouveaux savoirs. C'est un cas unique. Les écoles d'ingénieurs, les IUT, les BTS, quelle que soit leur qualité propre, ne sont pas, à la façon de l'université, des lieux de création de savoir comme c'est le cas pour nous, au sens large universitaire. C'est vraiment une spécificité forte, et je répète, c'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle internationale. À l'étranger, l'université, même le standard plus qu'en France, vous le savez hein, peut-être, c'est une loi qui est valable à l'échelle mondiale. L'université est le lieu des créations de ce savoir, et c'est aussi là que donc on transmet les savoirs au fur et à mesure que ceux-ci progressent. Alors, voilà typiquement ici le schéma des formations universitaires. Donc, ça vous montre à peu près le panel des formations qui sont proposées à l'université. Ici, à gauche, vous avez le nombre d'années universitaires avec ici les semestres. Donc, 6 semestres pour le diplôme de licence, par exemple, et 4 semestres supplémentaires pour acquérir un diplôme de 5e année. Donc, je vous laisse lire ce schéma dans les détails, mais disons que effectivement, tous les diplômes n'amènent pas forcément aux mêmes carrières universitaires et professionnelles. Notamment, nous, on va se focaliser plus sur ce diplôme-ci, ce diplôme de licence générale, qui, au sortir de cette licence, offre donc un niveau Bac plus 3, c'est-à-dire cadre intermédiaire. En soi, la licence générale, il faut la différencier de la licence professionnelle, parce que la licence générale, en soi, n'apporte pas réellement une réelle compétence professionnelle. Pour cela, il faut acquérir des compétences supplémentaires avec 2 années d'études supplémentaires au moins par un master qui peuvent mener à terme, éventuellement si on le veut, mais ce n'est pas obligatoire, vers un doctorat. Alors, on va effectivement plus maintenant se focaliser sur les SVT, c'est-à-dire la formation qui vous intéresse plus particulièrement et dont on va vous parler dès à présent. Alors, qu'est-ce que c'est que les SVT ? Alors, effectivement, il y a différents domaines qui sont liés aux sciences de la vie au sens très large du terme. Effectivement, on peut parler de biotechnologie, d'immunologie, de génétique, de métabolisme, d'écologie, d'évolution, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de thèmes relatifs aux sciences de la vie, de la Terre et de l'environnement. Alors, par exemple,
on peut avoir des carrières de biologistes. Alors, qu'est-ce qu'un biologiste ? Un biologiste, il peut travailler sur le terrain, par exemple ici en biologie marine, ou bien ici en biologie terrestre, ou bien encore, il peut travailler dans un laboratoire ou faire des analyses d'échantillons. Il y a différents secteurs d'activité qui sont concernés par ces différentes formations de biologistes. Ça peut être donc de la recherche publique ou privée, dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'agroalimentaire ou de la pharmacologie, par exemple. Et puis, comme je vous le disais précédemment, en fonction du niveau de compétence, vous allez accéder à différents niveaux professionnels. Avec un niveau licence, vous allez avoir un niveau de technicien, c'est-à-dire effectuer des tâches de prélèvement ou de routine, ou bien avoir un niveau de technico-commercial, c'est-à-dire de la vente de matériel de laboratoire, c'est-à-dire un commercial, mais qui connaît quand même, d'un point de vue biologique, la portée du matériel qu'il va vendre. Avec un niveau master, vous aurez plutôt un niveau ingénieur, c'est-à-dire que vous serez responsable d'une plateforme technique, par exemple, et vous serez propre à amener des conseils techniques, ou encore au-dessus du master, pour 3 années supplémentaires, c'est-à-dire vous sortez avec un niveau Bac plus 8, vous aurez un doctorat, le plus haut diplôme universitaire qu'on puisse obtenir, pour être soit chercheur, soit responsable d'équipe ou chef de projet, par exemple. Alors, un exemple de métier de biologiste, on va vous parler de celui qu'on fait Nicolas et moi, c'est d'être enseignant-chercheur. Donc moi, je suis biologiste, Nicolas est géologue, mais disons que la colonne vertébrale de notre métier est identique. Quelles sont les fonctions d'un enseignant-chercheur ? C'est déjà de travailler dans une université ou une grande école, donc d'acquérir du savoir et de le diffuser, mais pas simplement le savoir auquel on contribue dans notre recherche. Bien sûr, on parle de beaucoup de domaines à nos étudiants. Et surtout, on possède une double mission, celui d'une part d'enseigner, donc soit d'enseigner à l'université, soit d'accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels. Et puis la deuxième casquette de notre travail, c'est d'être chercheur, c'est-à-dire de mener des recherches sur un sujet particulier, par exemple ici des mécanismes de cancérisation, par exemple. Ça va être d'encadrer des travaux d'étudiants qui sont en formation pour la recherche, donc typiquement des étudiants en doctorat. Et puis bien sûr de communiquer. Le but, ce n'est pas de faire de la recherche pour que ça prenne la poussière sur une étagère, c'est de valoriser sa recherche, de la communiquer, de la transmettre à toute personne intéressée, et donc de publier ses travaux sous forme d'articles. Et puis bien sûr, inhérente à cette fonction d'enseignant-chercheur, il y a une tâche aussi, il y a des tâches d'administration. Alors comment on devient enseignant-chercheur ? C'est le cursus qu'on a suivi. Effectivement, après notre bac, nous avons obtenu une licence après 3 ans, puis un master après 2 ans, ensuite un doctorat, et avec ce doctorat, on a ensuite été en quête de ce qu'on appelle un post-doctorat, donc littéralement après le doctorat. C'est une expérience très souvent qui s'effectue à l'étranger et qui vise à diversifier, à ouvrir les horizons dans le domaine de la recherche de ce qu'on a fait durant notre doctorat. Et puis ensuite, on passe des concours de recrutement à l'université, par exemple. Et donc, effectivement, tout au long de ce processus, on acquiert de plus en plus d'expérience dans l'enseignement et dans la recherche. Alors, ici, par exemple, on vous donne les niveaux de rémunération au début et en fin de carrière de ce que peuvent gagner des enseignants-chercheurs. Ici, je vais laisser Nicolas vous parler plus précisément de ce qu'est un géologue, par exemple. Un géologue, oui. Qu'est-ce que le géologue ? Qu'est-ce que la géologie ? Alors souvent, les géologues préfèrent qu'on parle de sciences de la Terre ou de géosciences, peut-être parce qu'ils ont un petit peu peur qu'on cantonne le géologue à un individu barbu qui porte une chemise en carreau et qui étudie des dinosaures fossiles ou qui va arpenter des chaînes de montagnes. Alors que la géologie, c'est ça, c'est bien sûr ça, le volcan et le Tyrannosaurus Rex, c'est typiquement de la géologie, mais c'est beaucoup d'autres choses.
Et la géologie élargit le spectre des thèmes qu'elle aborde, en même temps que ces thèmes évoluent en fonction des besoins de la société. Par exemple, en ce moment, ça fait quelques années qu'on reparle un peu plus de la géothermie, on reparle de ces énergies alternatives, on a besoin de géologues pour implanter des éoliennes en mer. C'est-à-dire que la géologie, c'est un vaste domaine, de même que la biologie est bien sûr un très très vaste domaine. La géologie embrasse des choses classiques pour la géologie, je les ai mentionnées rapidement tout à l'heure. On parle aussi des ressources naturelles, l'exploitation du pétrole, l'exploitation des matériels en carrière ou en mine, la qualité de l'eau, préserver l'eau, sauvegarder l'eau, exploiter l'eau, trouver la bonne eau. Trouver de l'eau, c'est une chose, trouver de l'eau propre, c'en est une autre, la maintenir propre, c'en est encore une autre. Donc tout ça, ça fait partie de la géologie. Et puis il y a tout un aspect environnement, avec des formations au niveau Bac+3, Bac+4, où on a besoin de géologues qui sachent résoudre des problèmes d'environnement. Et c'est un bassin d'emploi qui a pris beaucoup d'importance depuis plusieurs décennies, et c'est toujours vrai, et ce mouvement continue de se développer. L'environnement, la connaissance du sous-sol, du proche sous-sol, la place de ces connaissances dans l'aménagement du territoire, pour les villes, pour les urbanistes, pour créer un tunnel, créer un lotissement, maintenir de l'eau utilisable pour une agriculture, par exemple. Tout ceci fait partie des métiers que la géologie, souvent en tandem avec la biologie ou parfois avec la chimie, mais ça fait partie des métiers que les sciences de la Terre embrassent désormais. Alors, Et puis, donc voilà, on a parlé tout à l'heure des sciences de la vie, sciences de la Terre, et puis on a dit sciences de la vie et de la Terre, ce qui peut paraître un petit peu surprenant. En fait, c'est la branche SVT, c'est la formation des futurs enseignants. Les futurs enseignants, qu'ils soient au niveau école, donc les professeurs des écoles, les instituteurs, comme on pouvait les appeler, et également les professeurs de SVT au niveau du collège ou au niveau du lycée. C'est-à-dire que ce sont les enseignants, mais quand on dit ça, ce sont les enseignants non universitaires. On l'a parlé tout à l'heure, les universitaires ne suivent pas cette voie-là, les universitaires suivent la voie licence, master, doctorat, alors que typiquement la voie SVT des futurs enseignants ne repose pas sur une architecture conduisant au doctorat, mais va vers les concours que vous connaissez sous les noms de CAPES, d'Agrég, qui sont les sésames, qui sont les portes d'entrée de l'enseignement en collège et lycée. Alors, à côté de futurs enseignants pour la filière SVT, il peut y avoir aussi des choses qui sont un tout petit peu plus circonstancielles, comme la médiation scientifique ou les métiers du journalisme scientifique. Mais le cœur de cible de cette filière SVT, ce sont les futurs enseignants. Alors, quand vous rentrerez à l'université, quels seront vos enseignants à l'université? Donc, d'une part, il y aura les enseignants-chercheurs, dont on vient de vous parler de la formation. Donc, ce seront des maîtres de conférences ou des professeurs d'université. Il y aura également aussi potentiellement des chercheurs, c'est-à-dire des personnes qui ont uniquement la casquette recherche et donc qui pourront venir vous parler de choses très pointues sur leur domaine de recherche ou quelque chose qui est connexe à leur domaine de recherche. Ça pourrait être également des enseignants agrégés ou certifiés ou encore des doctorants qui acquièrent la capacité à enseigner et qui pourront donc ici vous parler soit de leur cursus par exemple, soit de leurs travaux de recherche. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une présentation qui est dédiée ici au portail SVTE, Sciences de la vie, de la Terre et de l'environnement. Donc, ce portail représente la première année de ces 3 années de licence. Elle est gérée par 2 directeurs des études, ce sont les responsables de la formation. Donc, pour la partie biologie, il s'agit de Pascal Mariot, vous avez son adresse email qui est ici, et pour la géologie, il s'agit donc de Nicolas qui est ici à ma droite, avec ici son adresse email. Donc vous pouvez communiquer avec eux si vous avez des questions à l'issue de cette présentation et des questions que vous pourrez poser à la suite. Pour des questions plus administratives, le secrétariat pédagogique est mené par Anne-Sophie Savoie-Masse avec son adresse qui est là, et donc vous pouvez effectivement la
la contacter pour des questions d'ordre administratif. Alors, pour postuler à ce portail SVTE via Parcoursup, quelles sont les bonnes conditions requises, c'est-à-dire quel est le cursus suivi qui est adéquat pour postuler à cette formation. Alors, dans le choix des spécialités qu'on vous demande d'avoir en première, c'est d'avoir choisi les SVT, bon ça paraît évident, mais également d'autres disciplines scientifiques, comme par exemple la physique-chimie et les mathématiques. Et puis en terminale, de garder les spécialités SVT et physique-chimie, mais on conseille fortement de choisir l'option maths complémentaire pour avoir quand même cette culture mathématique qui est importante et qui servira de toute façon dans votre cursus universitaire en sciences de la vie et de la Terre. Alors, voilà comment s'organise ce portail SVTE, donc cette première année de licence. Vous avez le baccalauréat et au cours de ce premier semestre, donc, quel que soit le futur que vous voulez donner à vos études, que ce soit donc des études de biologie que vous voulez mener, devenir enseignant, devenir géologue ou vous ouvrir à des études de santé, vous allez suivre un S1 qui sera un premier semestre, donc qui sera relativement proche pour toutes ces mentions-là. Et puis, par contre, le semestre 2 va commencer à colorer, à individualiser les différentes voies de biologie, d'enseignement ou de géologie. Alors, c'est un début de spécialisation, mais des passerelles restent quand même possibles, c'est-à-dire que on est bien conscient qu'à la sortie du bac, vous avez quand même quelques affinités, mais vous n'avez pas totalement choisi ce que vous vouliez faire. Donc effectivement, vous pouvez commencer à vous spécialiser dans une future mention, biologie, géologie ou enseignement, mais ensuite bifurquer. Tout n'est pas verrouillé dès le deuxième semestre. Alors ici, j'ai représenté d'autres diplômes alternatifs pour lesquels il existe des passerelles, comme par exemple des diplômes universitaires, des DU tremplin et des DUST. Donc je vous invite à vous renseigner si vous voulez savoir plus précisément ce que c'est. Ici donc, ensuite, ce portail, il va s'ouvrir sur la deuxième année de licence. Et c'est durant cette deuxième année de licence que là, on commence réellement plus à se spécialiser, soit vers des études de biologie, soit vers des études d'enseignement, soit vers des études de géologie. Donc, ces études de biologie, d'enseignement ou de géologie vont se faire au sein donc, de la deuxième et troisième année de licence. Bien. Et puis ici, je vous donne juste le détail de la licence Sciences de la vie. Donc vous avez une présentation qui est faite par ailleurs indépendamment de celle-ci sur ce qu'est la licence Sciences de la vie à la Faculté des sciences et technologies de Lille. Mais au sein de cette licence Sciences de la vie, vous avez 3 parcours. Le parcours de biologie des organismes et des populations, donc un parcours naturaliste, axé plus donc, sur l'environnement, la botanique et la zoologie. Un parcours de biochimie, donc, qui est plus axé sur l'agroalimentaire et la cosmétologie, et de biologie cellulaire et de physiologie, qui est là plus en pratique avec les recherches pharmacologiques, par exemple, thérapie génique, etc., etc. Donc je vous renvoie à cette présentation spécifique sur la licence Sciences de la vie, si vous voulez avoir plus de détails sur ces 3 parcours. Nous, on va plutôt, effectivement, se placer ici dans un cadre où on va réfléchir sur votre entrée du portail SVTE via Parcoursup. Alors, il y a plusieurs façons. Tout commence, vous le savez bien, par Parcoursup. Et vous avez sur Parcoursup des parcours qui sont appelés sélectifs, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de places réservées, ou des parcours qui ne sont pas sélectifs. Et typiquement, les universités, dans leur parcours généraliste, ne sont pas sélectives. Donc le portail tel qu'on vous l'a décrit pour les futurs enseignants, futurs biologistes, futurs géologues, n'est pas sélectif, mais il s'y rajoute quelques petits parcours, petits par la taille, pas par l'importance, mais il s'y rajoute des parcours avec des volumes d'étudiants plus limités, où l'entrée est contingentée finalement à la qualité du dossier
hein, comme partout, comme c'est toujours le cas dans le cas des parcours sélectifs. Alors, avant de rentrer dans les parcours sélectifs, restons dans le parcours général. Le parcours général universitaire, celui auquel personne ne peut vous dire non, parce que vous avez de droit, à partir du moment où vous avez le bac, vous avez le droit de demander à rentrer dans ces parcours-là. Mais vous candidatez avec votre dossier, et il y a une équipe pédagogique adaptée à la situation qui considère votre dossier, alors les notes de première, de terminale, les notes du bac, la lettre personnelle dans certains cas, et en tout cas quelque chose qui pèse aussi, de tout son poids, c'est ce que le conseil de classe peut délivrer comme avis quant à l'aptitude des personnes pour poursuivre dans le supérieur. On va donc considérer l'ensemble de ce dossier, paramétrer certains domaines qui nous semblent importants, les notes en maths, en physique-chimie, en biologie, en français, bien sûr. Et puis, on va, en fonction de ces paramètres-là, voir si on pense que les candidats ont toutes les chances de réussir ou si les chances ne sont pas optimales. Et à cela, on va dire « oui, on vous accepte, vous êtes les bienvenus à l'université, on vous accepte de bon cœur, mais il y a un petit contrat, c'est-à-dire que vous devez accepter de rentrer par la filière qu'on appelle le oui-si, c'est-à-dire que vous êtes, je répète, les bienvenus à l'université, mais vous devez vous engager à suivre une remédiation qui va permettre d'atteindre le niveau requis pour réussir sereinement ses études à l'université. En clair, ça va être de faire la licence en 3 ans, avec la première année de licence en 2 ans, donc la licence en 4 ans, voilà. Et cette première année en 2 ans, c'est ce qu'on appelle le WICI, donc va permettre un programme un peu allégé, à la fois allégé en différentes matières, mais peut-être plus approfondi ou plus adapté, avec des groupes d'étudiants plus petits en taille, pour que ces 2 années soient l'occasion de mettre les gens au niveau requis pour aller jusqu'au bout de la licence dans les meilleures conditions pour eux. Alors, ce n'est pas une brimade, c'est une chance qui est donnée, même si ça peut ressembler à une brimade, si on est accepté qu'en oui-si, hein, on peut trouver ça moins valorisant que d'être accepté par un oui tout court, mais il faut vraiment le prendre comme la mise en place d'un dispositif à l'échelle nationale pour aider les étudiants à réussir dans leurs études, ce qui est le but de l'université. Il n'y a pas de sélection dans les parcours qu'on évoque aujourd'hui, il n'y a pas de concours, ça n'est pas une classe préparatoire, ça n'est pas les études de médecine, c'est une autre façon de voir les choses. Et pour nous, donc, la victoire est d'autant plus belle que le plus grand nombre d'étudiants réussissent les études dans lesquelles ils se sont engagés à nos côtés. Donc, 2 réponses possibles, le oui, franc et massif, le oui-si, qui demande à l'étudiant une sorte d'engagement personnel à suivre des formations adaptées. Des formations adaptées, c'est du tutorat par des étudiants qui sont plus avancés dans les études, des 3e années de licence, des étudiants de master. Et en parallèle à ce tutorat mené par des étudiants, il y a un tutorat mené par des enseignants qui va permettre, je répète, en petits groupes, d'amener les étudiants au niveau requis. À côté de ce parcours généraliste à deux options, enfin à double détente en quelque sorte, il y a des parcours aménagés qui sont propres aux biologistes. Les géologues ont des trop petits nombres d'étudiants pour avoir la possibilité de mettre en place des parcours comme ceci. Donc il y a des parcours bilingues, des parcours vers les écoles d'ingénieurs, c'est le parcours PEIP en bas de l'écran. Il y a des parcours qui conduisent vers les études de la santé, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis il y a un parcours qui est appelé la licence aménagée, qui s'adresse aux étudiants qui n'ont pas un bac scientifique, aux étudiants qui peuvent avoir des bacs technologiques ou des bacs ES. Et ces étudiants-là n'ont pas forcément le bagage scientifique indispensable, donc on va leur faire une première année un peu spéciale, en petits groupes également, et cette première année les conduira à rejoindre les autres étudiants dès la seconde année. Alors je vais peut-être laisser la place à Laurent si tu as un mot à rajouter pour ces concours sélectifs qui, je répète, sont propres à Lille, aux biologistes. Tout à fait. Donc on va effectivement, après cette introduction, détailler ces différents parcours.
Donc on va commencer déjà par l'accès, par la licence Accès Santé, ce qu'on appelle la LAS, donc qui fait partie de la réforme des études de santé actuellement. Donc effectivement, comme vous le savez sans doute, pour accéder à ces études de santé, il y a deux voies. La voie de ce qu'on appelle le PASS. Le PASS, c'est le parcours d'accès spécifique santé, ou bien des LAS, donc des licences associées à la santé. Ce sont des licences, on va dire, classiques, sauf qu'elles ont la spécificité de contenir ce qu'on appelle une partie mineure santé, qui représente quand même 12 ECTS, c'est-à-dire 20% du total de l'année, qui vont être dispensés au sein de la faculté de médecine pour préparer une entrée en deuxième année d'études de santé. Donc ces LAS, en fait, encore une fois, je vous le dis, c'est des études en licence classique, mais légèrement modifiées avec une composante d'études en santé. Vous pouvez intégrer ces études de santé avec deux chances. Vous avez deux chances pour intégrer cette deuxième année d'études de santé. Et cette chance est considérée comme utilisée si votre inscription est encore valide au 30 octobre. Donc si vous pensez que ce n'est pas fait pour vous ou bien que ça a l'air mal engagé, vous pouvez vous désinscrire avant le 30 octobre sans avoir utilisé l'une de ces deux chances. Alors, comment accéder à cette deuxième année d'études de santé lorsqu'on est en LAS? Eh bien, le classement se fait par ordre de mérite, selon la moyenne générale qui est obtenue pour toutes les UE qui sont au programme de la LAS, hormis les mineurs santé. Autrement dit, ce sont les majors de promotion de ces différentes LAS qui vont être amenés à intégrer cette deuxième année d'études de santé. On insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que ce qui va déterminer votre entrée en études de santé, ce n'est pas votre résultat au mineur de santé, mais c'est d'avoir fait une bonne licence par ailleurs. Donc il faut vraiment travailler l'entièreté de sa licence et pas uniquement les matières de santé. Alors à quoi servent ces mineurs santé? Ces mineurs santé, ces résultats, vous permettront à être interclassés au moment de votre entrée en deuxième année pour choisir vers quelle spécialité vous voulez étudier. L'une des 5 spécialités, donc médecine, maïeutique, c'est-à-dire sage-femme, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie. Comme Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, effectivement, vous pouvez postuler vers un parcours sélectif qui est le parcours aménagé. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur ce lien-là. Ce parcours aménagé, donc, il s'étend sur une année universitaire et finalement correspond au titulaire d'un bac technologique, donc STL, ST2S, STAV, et il faut candidater sur dossier et les places sont limitées. Donc tous ceux qui candidatent ne seront pas pris au sein de ce parcours. Alors comme vous l'avez dit Nicolas tout à l'heure dans son introduction, ça se fait en petits groupes, il n'y a pas de cours magistraux et tout se passe en salle, et puis l'évaluation se fait uniquement en contrôle continu, et vous avez du tutorat, de la remise à niveau, et par contre, c'est important de dire que votre première année est différente, mais par contre, vous validerez le même diplôme à l'issue de cette formation, c'est-à-dire vous aurez une licence de sciences de la vie et de la Terre, ou bien de sciences de la Terre, comme n'importe quel autre étudiant. Le parcours bilingue, c'est un parcours qui s'adresse uniquement au sein de la mention sciences de la vie, c'est-à-dire biologie. Et c'est effectivement un parcours sélectif. Donc l'entrée, vous êtes sélectionné à l'entrée. Alors, bilingue, pourquoi? Parce que sur les 3 ans de licence, il y a environ 30% des enseignements dispensés qui seront faits en langue anglaise, c'est-à-dire lors de vos travaux dirigés ou de vos travaux pratiques. Et effectivement, ce parcours s'adresse à des étudiants qui veulent plutôt axer leur carrière vers l'international ou vers la recherche académique. Donc la réponse ici, bon, effectivement, Nicolas a bien fait le détail de cette présentation-ci. Donc effectivement, ce sont des bacs soit inadéquats, soit des bacs scientifiques obtenus avec des résultats trop éloignés des attendus. Et puis, effectivement, du tutorat ou du renforcement disciplinaire et méthodologique est adressé à ce type d'étudiants. Toutefois,
que vous ayez eu le WICI ou pas, même si vous êtes rentré avec une réponse oui sur Parcoursup, vous pouvez suivre du tutorat sous forme volontaire, c'est-à-dire vous demandez à ce qu'un tuteur vous prenne en charge, soit pour du soutien, soit pour avoir des cours de renforcement méthodologique, vous apprendre finalement à travailler selon des méthodes universitaires efficaces. Alors voici ici les enseignements du premier semestre du portail SVTE. Alors, vous voyez qu'on a on a détaillé pour les 3 futures mentions, donc la future mention qui mène aux études de biologie, d'enseignement ou de géologie, et puis on a fait des boîtes, puisque, comme on vous l'a dit tout à l'heure, finalement, ce portail est commun à ces 3 filières. Bon, à quelques variations près, par exemple, vous voyez qu'effectivement, la physique-chimie, pour la filière enseignement, elle est suivie au 2e semestre plutôt qu'au 1er. Bon. Et vous voyez qu'on a mis des boîtes dans des boîtes. Pourquoi ? Parce que c'est le système d'organisation de l'enseignement à l'université. C'est que vous avez des grosses boîtes, des boîtes thématiques, si vous voulez, qu'on appelle des UE, pour unité d'équivalence ou unité d'enseignement, on peut dire les deux, et qui peuvent soit contenir des enseignements très génériques, soit se décomposer en des enseignements plus spécifiques qu'on appelle des éléments constitutifs. Et ces éléments constitutifs ou enseignements constitutifs peuvent être, si vous voulez, des sous-matières par rapport à cette matière générale. Bien. Et finalement, donc ici, vous avez au sein de ces différentes UE, celles qui sont dispensées pour leurs travaux pratiques et leurs travaux dirigés, des enseignements en anglais, donc à hauteur de 30% des enseignements. Et puis je vais laisser Nicolas terminer, si tu le veux bien. Alors, un mot, donc on rentre à l'université, c'est un monde qui est très différent de celui du lycée, mais il y a des outils pédagogiques que les lycéens apprennent petit à petit à connaître. Donc un des outils phares à l'université s'appelle Moodle. Il n'est pas propre à Lille, il est propre au monde universitaire à l'échelle internationale. Et c'est finalement une boîte à outils informatique qui est incluse dans quelque chose que les lycéens connaissent sous le nom d'espace numérique de travail. Et donc ça fait partie des ressources indispensables au fonctionnement actuel de l'enseignement, avec de plus en plus ce sont des bases de données où on va trouver des emplois du temps, les noms des groupes, la place des étudiants, mais aussi on va trouver tout le contenu des cours, des exercices. Ça sert à faire des contrôles continus, des QCM, des examens avec des réponses à choix multiples. Ça permet de coupler des enseignements avec c'est la mode en ce moment, des cours à distance, en distanciel, comme on dit, avec une application qui a gagné beaucoup en réputation, Zoom. Donc on pratique beaucoup le Zoom, un petit peu comme aujourd'hui. Et donc on a des boîtes à outils informatiques qui nous accompagnent et qui accompagnent l'étudiant tout au long de ses études. Voilà, on a terminé, donc maintenant on attend vos questions, avec plaisir. Merci à tous les deux pour votre présentation. Nous avons des questions sur le chat, notamment concernant les spécialités. Donc la première question, c'est bonjour, en fin de première, je me destinais plutôt à une prépa, donc j'ai abandonné SVT pour avoir un meilleur niveau en maths. Maintenant, je voudrais plutôt faire une licence SVT. Est-ce que mon dossier a quelques chances quand même, sachant que l'année passée, j'ai eu 16 en SVT ? A priori, cet étudiant a toutes les chances d'accéder à ce qu'il souhaite. Il faut qu'il postule sur Parcoursup. Et puis en fonction, donc il y a une grille de critères qui sont évalués qui sont coefficientés, mais de manière tout à fait transparente. Et en fonction donc de son dossier académique, il sera classé parmi les candidats et il a toutes les chances d'intégrer la filière de son choix. Mais SVT se dessinera dans son parcours à la 2e année de sa licence. Il rentrera par le portail SVTE comme un étudiant qui veut suivre géologie ou comme un autre qui veut faire biologie. Merci pour votre réponse. On peut même compléter en disant que les étudiants de classe préparatoire peuvent également faire une inscription à l'université pendant qu'ils sont dans leur lycée où ils préparent leur classe préparatoire. Il y a une commission qui se réunit, qui fait intervenir les enseignants des lycées et de l'université au mois de juin ou au mois de juillet, et qui, selon la qualité des dossiers examinés, valide une sorte d'équivalence de la première année, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a un bon dossier à l'issue de sa première année de classe préparatoire peut, s'il le souhaite, rentrer directement en 2e année d'université,
ou un étudiant qui a un bon dossier à l'issue des 2 années, on va dire maths sup, maths spé pour faire simple, des 2 années de classe préparatoire, peut intégrer la 3e année de licence directement. C'est une procédure qui repose sur la qualité des dossiers, mais qui fonctionne bien. Très bien. Dans la continuité de cette première question, je suis lycéen en terminale avec comme option SVT, SES et maths en première, SVT, SES avec maths complémentaires en terminale. Est-il possible que je m'en sorte si je n'ai pas fait physique-chimie? Alors, c'est possible, ça demandera un effort. Il ne faut pas être complètement perdu en physique-chimie. C'est toujours pareil. Tout à l'heure ont été donnés les conseils, et donc il faut avoir un bagage en ce qu'on appelle parfois les sciences dures, parce que ça rend service pour toutes les orientations dans les sciences expérimentales ou les sciences naturelles au sens large. Ne pas avoir une teinture forte en telle ou telle discipline peut demander un surcroît de travail, mais n'est en tout cas pas un obstacle fort. On a tous vu des étudiants avec des parcours qui a priori n'étaient pas forcément les plus idoines pour réussir les études qui nous concernent et qui ont réussi brillamment. Alors ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, c'est pas parce qu'on a eu des exceptions que c'est forcément possible, mais ce qui est clair en tout cas, c'est que c'est possible et que comme souvent à l'université, c'est une question de curiosité personnelle, de motivation et de travail. Et bon, c'est souvent vrai dans la vie, ça reste vrai à l'université, ce sont quand même les clés de la réussite pour nos filières, mais je pense que toutes les filières de cette université et d'autres universités pourraient tenir ce discours-là. D'autant plus que je peux rebondir peut-être sur le fait qu'à l'université, ce n'est pas le fonctionnement comme en école où on vous demande d'être réellement assidu, on vous force presque à être assidu en école. À l'université, il y a des travaux pratiques et des travaux dirigés qui sont obligatoires, mais les cours ne sont pas obligatoires. Mais finalement, il faut réellement se prendre par la main et avoir une discipline, c'est-à-dire ne pas imaginer un système où on pourrait ouvrir ses cours une demi-heure avant les examens en caricaturant à l'extrême pour avoir une chance de décrocher son année. Être à l'université, ça demande réellement un investissement personnel en termes de temps et d'implication pour travailler ces cours. Alors les questions tombent sur le chat. Bonjour, je suis titulaire d'un DAEU scientifique. Pourrais-je intégrer le parcours aménagé? Le parcours aménagé... Avec un DAU... C'est plutôt orienté pour les bacs technologiques sur certaines filières, ce parcours aménagé. Donc, c'est pour les bacs technologiques STL, ST2S et STAV. Pour un DAU... Je crois que ça n'est pas possible. On va se tourner vers notre collègue Pascal Mario. Pascal, tu sais si avec un DAU, on peut rentrer en parcours aménagé? Il nous semble que non. Ça ne me dit rien. Mais candidater, mais sur le parcours... D'accord. Donc, non, on entend. Pour reprendre ce que dit notre collègue, merci Pascal. Pascal, c'est le directeur des études en chef de ce portail. Et Pascal nous dit que de toute façon, il faut candidater. C'est un petit peu le dossier qui permettra de juger ou pas. Mais c'est vrai pour la personne qui a posé cette question sur le parcours aménagé, mais c'est vrai pour toutes les personnes qui souhaiteraient candidater sur un parcours spécifique. Il faut aussi candidater en même temps sur Parcoursup, sur un parcours non spécifique, pour garder une roue de secours si jamais on ne trouvait pas la place dans le parcours spécifique. Donc pour répondre précisément à cette personne, la réponse est: faites votre dossier pour licence aménagée et faites aussi un dossier pour le parcours général. Et puis la commission adaptée verra. Merci pour votre réponse. Une autre question. Je n'ai pas le bac, mais j'ai les A-Levels, qui sont les examens de Cambridge, et qui sont l'équivalent du bac cette année. J'ai fait une prépa passe. Est-ce que j'ai une chance d'être pris? Si c'est reconnu comme un équivalent du bac, cette personne peut postuler pour le parcours classique et l'équivalent se jouera et donc pourra tout à fait intégrer le portail à l'issue de sa candidature.
Oui, pour être accepté à l'université, il faut un bac français, auquel cas on est admis de droit dans les parcours non sélectifs. Mais avec un diplôme étranger, il y a une commission qui évalue ces diplômes étrangers et qui, le cas échéant, compare le dossier de ces élèves par rapport au dossier des étudiants français, des élèves français, et accorde l'équivalence ou pas de ce bac. C'est-à-dire que le bac étranger ou son équivalent est reconnu ou pas, et à partir du moment où on a dit oui, ces candidats peuvent faire acte de candidature comme les autres. Très bien. Vous pouvez nous préciser le niveau d'anglais attendu pour le parcours bilingue? Alors, ce parcours bilingue, bien sûr, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Je crois que c'est le niveau B2. B2, B2, il me B2. semble. Il faut avoir le niveau B2. Mais le niveau d'anglais seul ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est réellement un niveau on demande d'avoir un bon dossier, c'est-à-dire vraiment déjà effectivement maîtriser l'anglais scientifique, mais d'avoir de bons résultats parce que c'est, bien sûr, non seulement il s'agit d'étudier, donc de faire connaissance de nouveaux acquis universitaires, mais ces acquis en partie se font en langue anglaise. Donc il faut quand même avoir une certaine Oui, parce que aisance. ce parcours bilingue qui a maintenant, il a 5-6 ans, le Oui. temps passe vite, il a peut-être plus, mais 5-6 ans. Oui, c'est ça. L'idée de départ, c'était de créer un parcours à l'intention des étudiants en biologie qui avaient envie, a priori, de se jeter dans l'aventure de la recherche. Et vous savez que la recherche, ça se fait en langue anglaise. Donc pour les étudiants qui ont le projet très tôt dans leurs études de faire de la recherche en biologie, ce parcours pensait spécifiquement à eux, et dispensaient dès leur plus jeune âge, si je puis dire, les travaux pratiques en anglais pour se familiariser avec la lecture d'articles en anglais, pour être à l'aise avec l'anglais, oser parler en public en anglais, en n'ayant pas peur de baragouiner et de faire des fautes d'anglais. C'est pour ça que Laurent nous a dit que le niveau d'anglais, c'était un paramètre, mais ce n'était pas le paramètre. L'idée, c'est d'être à l'aise en anglais, sans complexe, quel que soit notre accent, quelles que soient nos fautes de grammaire, à partir du moment où on peut échanger entre scientifiques, échanger autour de la biologie et de ses à côté. Donc c'est autant, et c'est même plus avoir un bon dossier finalement, que d'être bon en anglais qui permet de rentrer dans ce parcours bilingue. Dans la continuité de cette question, nous avons une interrogation sur l'épreuve de sélection pour entrer dans le parcours bilingue qui est précisée sur Parcoursup. Alors, Ce sera notre dernière question, pardon, je le précise. Vous avez une présélection des dossiers qui est faite déjà depuis Parcoursup. Donc, il y a une présélection qui est faite depuis Parcoursup. Et puis, au sein de cette présélection, après, vous avez un entretien qui est fait par les responsables de ce parcours et qui vont donc évaluer si vous pouvez suivre correctement ce parcours. Le côté à l'aise, de nouveau organisationnel, à l'aise, pas spécialiste, pas le meilleur, pas un champion de l'anglais, mais quelqu'un qui se jette à l'eau et qui n'a pas peur de son accent. Voilà, et qui a le profil vraiment, qui a le profil orienté recherche, c'est-à-dire quelqu'un de curieux, de dynamique et qui va vers la connaissance, quoi. Les questions vraiment se poursuivent sur le fil de chat. Nous allons quand même en prendre encore quelques-unes parce que ça s'affole un peu. Est-il possible d'intégrer cette licence sans avoir fait de SVT en première ni en terminale, mais en ayant choisi spé, maths et physique? Moi, j'ai envie de dire oui. On peut toujours postuler. C'est pas ce qu'on recommande, Ouais. mais si la révélation se fait en terminale et pousse à aller vers les SVT, il faut y aller. Il faut y aller, sachant que si on est à l'aise en maths, physique, chimie, c'est autant d'énergie qu'on aura à ne pas mettre dans ces disciplines-là au premier semestre, et on pourra reporter l'effort sur la biologie où il faudra mettre le paquet. Mais par exemple, pour un étudiant biologiste, dire n'y connaître rien en SVT, là, c'est gênant. Pour un géologue, c'est moins gênant, par exemple. Et nous, on est prêt à accueillir, parfois on le dit pour provoquer un peu nos collègues, mais on le dit, moins ils en savent en SVT quand ils nous arrivent, mieux on se porte, parce qu'on peut leur donner notre vision des choses comme nous l'entendons. C'est caricatural et provocateur, mais c'est pas faux. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les étudiants dans cette licence-là, même s'ils n'ont pas un bagage féroce en SVT. Avant de terminer cette conférence, est-ce que vous pouvez revenir sur le principe du portail?
de la L1 commune Oui. aux mentions sciences de la vie, sciences de la terre et sciences de la vie de la terre. Voilà, alors c'est un portail. Ici à Lille, il y a 2 portails, il y a les sciences de l'ingénieur et les sciences expérimentales, le CESI et puis le SVT dont on a parlé. 2 portails. Alors l'idée d'un portail, c'est qu'il y a des parcours internes dans ce portail et qu'on peut s'orienter à partir d'un bagage commun acquis au premier semestre principalement et à un degré moindre au cours de la première année. On peut se réorienter à l'intérieur de ces 3 voies. Quelqu'un qui tâterait de la géologie au premier semestre ne trouverait pas ce qu'il attend, préférerait s'orienter vers les filières de l'enseignement ou revenir au tout biologie, le peut sans aucune dérogation, il le peut de plein droit, sans demander rien à personne, c'est un choix qu'on fait à l'intérieur du portail. L'idée d'un portail, c'est qu'on puisse, au cours ou à l'issue de la première année, quand je dis au cours, c'est à la limite entre les 2 semestres, ou à l'issue du second semestre de première année, donc à ces 2 étapes-là, on peut se réorienter et partir vers une licence, aller de la biologie vers la géologie, de la géologie vers l'enseignement, etc., etc. Ensuite, ce que je viens de dire là est vrai pour les parcours non sélectifs. Pour les parcours plus sélectifs, il faudrait détailler au cas par cas. Mais il y a d'autres formes de réorientation qui sont possibles. On peut accueillir au second semestre quelqu'un qui viendrait d'un autre portail ou quelqu'un qui viendrait d'un IUT ou d'une classe préparatoire. C'est-à-dire qu'il y a différents schémas de réorientation possibles. Mais l'idée d'un portail, c'est de pouvoir, pendant ou à l'issue de la première année, se réorienter de manière facile. Eh bien, je vous remercie pour ces précisions. Merci. Cette conférence est maintenant terminée. Nicolas Tribeau-Villard et Laurent Amselem, merci d'être venus. Si vous avez des interrogations sur le portail SVTE ou sur les licences de ce portail, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne avec nos enseignants via le module de rendez-vous en ligne présent sur la plateforme Imagina. Ils se rendront disponibles pour échanger avec vous. Je tiens également à remercier l'ensemble des équipes techniques et des services audiovisuels de l'Université de Lille pour l'organisation de cette conférence qui nous permet d'échanger avec vous et je vous donne rendez-vous pour une autre conférence.